Bonjour tout le monde. Donc c'était la petite cloche pour vous appeler au travail. C'est pour remplacer la sonnerie du lycée. Alors, il y en a encore quelques-uns qui sont en train de se connecter et on va bientôt être au complet. Oui, une clochette Lucie, et c'est même celle que j'agite sur mon balcon à 20 h le soir, histoire de s'occuper. Ah ben c'est bien, ça a réveillé tout le monde. C'est vrai, on garde la clochette pour les cours suivants. Méfiez-vous, je peux varier les appels au cours. Mais on est toujours de bonne humeur. Il faut rester de bonne humeur. Si on est de mauvaise humeur, ça ne va pas nous résoudre nos problèmes. Alors, il faut garder le moral. On y va les garçons, les filles? Tout le monde est prêt? Allez. Donc, on avait commencé hier le petit chapitre sur le premier principe et on en était à l'énergie totale d'un système. Donc, énergie totale d'un système, je vous rappelle deux termes à l'intérieur. Le terme microscopique qui s'appelle l'énergie interne et le terme macroscopique, donc énergie cinétique et énergie potentielle à notre échelle à nous. Donc l'énoncé du premier principe, c'est un principe de conservation. Ça dit que l'énergie totale de l'univers est constante. Et donc on va définir plusieurs types d'énergie qui sont échangées entre l'extérieur et le système. La convention à retenir, c'est qu'à chaque fois, c'est des échanges qui vont de l'extérieur vers le système. Toutes les flèches que vous avez sur le dessin, ici, vous voyez, et là, ça va bien à l'intérieur du système et ça vient du milieu extérieur. Ces énergies, on les décompose en trois énergies différentes. On a d'abord le travail dit des forces de pression, qui va nous intéresser un peu plus que l'autre travail. Ensuite, on met dans le même sac tout ce qui est autre, donc qui s'appelle W'. Travail des forces de pression, ça s'appelle W. Le travail autre, W'. Donc W et W', c'est des énergies de type mécanique. Et enfin, le transfert thermique qui s'appelle grand Q. Donc là, c'est une énergie de type thermique. Donc attention au sens, j'aurai l'occasion d'en reparler de ça. Hop. Donc attention, le milieu extérieur, lui, reçoit du système les valeurs exactement opposées. Donc si on considère le sens du système vers le milieu extérieur, on peut dire que le milieu extérieur reçoit les énergies moins W, moins W' et moins Q. En dessous, vous avez la variation d'énergie de l'extérieur, donc ici. La variation d'énergie de l'extérieur, c'est donc moins W, moins V', moins Q. Donc, variation, c'est au cours d'une transformation à notre échelle. Donc, variation d'un truc, c'est truc final moins truc initial dans tous les cas. Donc, si on reçoit, la variation est égale à ce qui est reçu. Au cours d'une transformation, l'univers... Donc, au cours d'une transformation, l'univers a une énergie constante, sa variation d'énergie est égale à 0. On décompose l'univers en deux morceaux qui sont le système plus le milieu extérieur. Donc, j'entoure en vert ici. Et donc, on va avoir ici delta E du système qui va s'exprimer en fonction de W, W' et Q. La variation d'énergie du milieu extérieur, on la remplace par moins W, moins W', moins Q. Et donc, on obtient la forme dite générale du premier principe. C'est ce qui est encadré. Delta E du système, la variation d'énergie du système, c'est égal à W plus W' plus Q. À ce stade, c'est le cas général. Vous serez très souvent dans un cas particulier, c'est-à-dire que le système ne va pas trop bouger. Donc, on parle de repos macroscopique. Et en plus, vous n'allez pas considérer de travail autre que les forces de pression. Dans ce cas-là, delta E, on peut le remplacer par delta U, ici. Donc la variation d'énergie tout court, c'est égal à la variation d'énergie interne. Et dans la somme, on supprime le terme W'. Voilà, ici.
Du coup, il reste dans le cas le plus courant pour vous, delta U, la variation d'énergie interne, égale W plus Q. Donc à chaque fois, je vous ai encadré ce qu'il faut apprendre et la condition qui va avec. Donc delta U égale W plus Q, c'est le premier principe pour un système fermé, au repos, quand il n'y a pas de travail autre que les forces de pression. Donc, si on reformule ça, si au cours d'une transformation, le système reçoit de l'énergie thermique ou mécanique, donc du travail ou du transfert thermique, cette énergie va être convertie par le système en énergie interne. Va faire augmenter son énergie interne si c'est positif, va faire diminuer son énergie interne si c'est négatif. Donc attention, en deuxième année, ce n'est pas sous cette forme le premier principe, parce qu'en deuxième année, vous aurez le système ouvert. Il faudra vous adapter. Parfois, on va étudier les transformations cycliques. Donc, pour une transformation cyclique, l'état initial et l'état final, c'est le même. Donc, on va avoir la même énergie interne à l'état initial et à l'état final. C'est ici. Alors, j'ai entouré U initial égale U final. Vérifiez bien que ça s'entoure au bon endroit. Chez moi, tout va bien. Donc, voilà. Vous avez le droit de pleurer si ce n'est pas le cas. Pleurez pas trop fort. Vous mettez vous m'actualisez votre petit statut et puis ça fait l'affaire. Je regarde rapidement s'il y a des points rouges. Non, apparemment, tout le monde voit au bon endroit. C'était un problème ponctuel. Donc, si on reprend transformation cyclique, même état au départ et à l'arrivée, à ce moment-là, on a la même énergie interne au départ et à l'arrivée. Ça veut dire que delta U vaut 0. L'énergie interne est la même. Et du coup, dans ce cas-là, W, le travail, c'est l'opposé de Q, le transfert thermique. Donc, c'est ce qu'on appelle l'équivalence travail-chaleur. Chaleur et transfert thermique, c'est synonyme, hein, c'est l'ancien nom du transfert thermique, le mot chaleur. Donc si un système reçoit de l'énergie sous forme de travail, il peut la restituer au milieu extérieur sous forme de chaleur. Réciproquement, si le système reçoit de l'énergie thermique, donc de la chaleur, il peut restituer à l'extérieur de l'énergie sous forme mécanique, sous forme de travail. Et donc ça dépend du signe de chacun des termes. Donc W et Q peuvent être positifs ou négatifs. Étape suivante. Donc jusqu'à présent, on a vu le premier principe pour une transformation finie, à notre échelle. On va revoir la même chose pour une transformation dite élémentaire, c'est-à-dire ce qui se passe pendant le petit intervalle de temps dt. À quoi sert une transformation élémentaire? Elle sert à étudier une transformation réelle, ça sert de découpage. Donc une transformation réelle, on va être souvent amené à la découper en petits morceaux qu'on appelle transformation élémentaire. Dans ce cas, attention aux notations. La variation d'énergie interne. Si c'est une transformation élémentaire, une petite variation, la variation d'énergie interne s'appelle DU. C'est un petit d et un grand U. C'est ici. C'est une notation qui est imposée. Et c'est une notation différentielle. C'est comme le dx quand vous calculez les intégrales. Donc du, ça s'appelle variation élémentaire d'énergie interne. Pendant cette petite transformation, le système reçoit du travail et de la chaleur. Au niveau des notations, le travail reçu par le système ne s'appelle pas W, mais delta W. C'est un petit delta. Et c'est une notation imposée aussi. Pareil pour W' et Q, le système reçoit delta W' et delta Q. C'est un delta minuscule. Attention parce que la notation grand delta, delta majuscule, c'est pour une variation globale. Par exemple, tout à l'heure, on avait un delta U, c'était la variation globale d'énergie interne. Donc on peut traduire le premier principe à l'échelle infinitésimale, à l'échelle élémentaire. C'est exactement la même chose, puisque à l'échelle du découpage, tout se passe comme à notre échelle macroscopique. Donc le premier principe précédent, le voici. Hop. On a remplacé le grand delta U par un petit du et les grands W, W' et Q par des petits delta pour chaque morceau.
Là encore, si on est dans le cas où delta W' vaut 0, s'il n'y a pas de travail autre que les forces de pression, à ce moment-là, la forme utile, c'est ça. C'est-à-dire que du égale delta W plus delta Q. Par rapport au chapitre précédent, donc je reviens sur le document précédent, hop, chapitre précédent ici, voilà. C'est exactement la même relation, sauf que ce n'est pas la même échelle. Donc avec un grand delta WQ, c'est l'échelle macroscopique. Et avec un petit d et des petits delta, c'est l'échelle mésoscopique, une transformation élémentaire. Alors, petit aspect historique. D'où ça vient? Donc, je vais vous décrire ici une expérience qui a un petit peu initié ça, qui s'appelle l'expérience de Joule-Mayer. Donc, c'est décrit dans le petit cadran vert. Vous avez un récipient calorifugé, alors qui ressemblait à ça. C'est une vieille photo. Voilà. C'est un calorimètre, c'est un récipient qui était entouré de bandes de tissu, qui était un bon isolant, le meilleur qu'on avait à l'époque, hein, il n'y avait pas de plastique. Donc dans ce récipient, on met de l'eau froide au départ, et on va mettre à l'intérieur du récipient, enfin on a sur le couvercle du récipient, c'est pas à retenir, hein, tout ça c'est pour votre culture, on a ici dans le couvercle du récipient un système motorisé avec des pales qui peuvent tourner. D'accord? Donc on peut agiter en gros l'eau qui va être à l'intérieur du récipient. À droite, vous avez la même chose, mais plus sous forme de schéma. Donc vous avez les pales qui sont ici et là, voilà, qui peuvent tourner autour de cet axe-là. Il y a la petite flèche. Donc c'est cylindrique le récipient. Donc on peut avoir des pales qui tournent à l'intérieur, qui vont agiter le système. Dans le système, on met de l'eau froide. Et pour agiter, on ne le fait pas avec une manivelle ni à la main, on met des poids. Voilà. Alors on met, moi j'ai rien mis, hein, c'est la description de l'expérience. Donc on met des poids qui sont ici et là, qu'on va laisser tomber d'une certaine hauteur, et ces poids vont actionner la rotation ici, avec une petite poulie qui permet de faire ça. Donc on va, je résume, donner de l'énergie au système sous forme mécanique. La forme mécanique, c'est la chute de deux poids. Donc on fait descendre des poids. Ces poids vont fournir au système de l'énergie mécanique, qui vont perdre de l'énergie potentielle, et on va suivre en même temps la température dans le système. Le système est calorifugé, donc il n'y a pas de fuite thermique vers l'extérieur. Alors, ce que montre cette expérience, c'est que, en gros, si on touille de l'eau, ça chauffe l'eau. Ce qui n'est pas une grande surprise, hein. Donc, quand on remue de l'eau, on va lui apporter de l'énergie thermique et on va pouvoir constater un échauffement. Alors, ce n'est pas une grande surprise, mais je vous déconseille quand même d'essayer de chauffer de l'eau à la maison en touillant l'eau. Enfin, vous pouvez essayer, hein, mais je vous garantis que vous serez fatigué bien avant que l'eau soit chaude. Donc, on a quand même réussi à faire des mesures et on a pu relier la quantité d'énergie qui était fournie au système à l'élévation de température de l'eau dans le système. Alors, petite avance sur le cours de mécanique, on va pouvoir chiffrer l'énergie mécanique. Donc, à partir de maintenant, c'est du travail, hein. L'énergie mécanique qu'on fournit au système avec la chute des poids, c'est un travail. Et ce travail, c'est égal à la masse qui change d'altitude fois G fois la différence d'altitude. C'est un transfert d'énergie potentielle, on reverra ça en mécanique. Petit m, c'est la masse des poids. Donc, on peut chiffrer l'énergie mécanique qui a été fournie au système. Je n'ai pas situé l'expérience, c'est fin 19e siècle, hein, cette expérience. Et on peut également mesurer l'élévation de température. Et c'est comme ça qu'on a défini la calorie. La calorie, c'est l'énergie qu'il faut fournir à 1 g d'eau pour élever sa température de 1 degré Celsius. Et ça correspond à la chute d'une masse de 1 kg sur une hauteur de 42 cm, ce que vous avez ici. C'est-à-dire que si vous voulez chauffer 1 g d'eau de 1 degré, il faut lui fournir une énergie qui correspond à la chute d'un poids de 1 kg sur une hauteur de 42 cm.
Rien n'est à retenir dans ce que je suis en train de raconter. Vous le comprenez, mais vous ne le retenez pas. Petit m, c'est la masse globale de ce qui tombe, hein. C'était un système avec, je crois, 2 ou 3 masses, peut-être 4 même, pour que ce soit symétrique. Donc, honnêtement, j'ai pas vu l'appareil en vrai. Et c'est la masse globale. La valeur de la masse est proportionnelle à la valeur de l'énergie qu'on fournit au système. Et donc, il fallait en plus des poids qui tombaient de haut, parce que si ça tombe de 40 centimètres, ça échauffe un seul malheureux gramme d'eau de 1 petit degré. Donc, au départ, cette énergie thermique, on pensait qu'elle était différente de l'énergie mécanique. Et ce que cette expérience montre, c'est qu'on peut passer de l'une à l'autre. Non, Alexandre, la taille des pales n'influe pas. C'est conservation d'énergie. L'énergie qui arrive dans le système, c'est l'énergie qui est perdue par les poids qui tombent. Par contre, ça peut jouer un petit peu sur les frottements. Mais ce n'est pas vraiment l'objet du cours ici. Donc, s'il y a des frottements, si les pales sont plus grosses, il y a plus de frottements. Mais les frottements, ça dissipe l'énergie sous forme de chaleur. Donc, en fait, ça fonctionne. Donc, à retenir ici, si on fournit de l'énergie mécanique à de l'eau, on peut la faire chauffer. Même si, je le rappelle, c'est quand même une mauvaise méthode. Donc, ce que montre cette expérience, c'est que le travail, donc l'énergie mécanique, et la chaleur, l'énergie thermique, sont en fait deux formes différentes d'une même entité qui s'appelle l'énergie. Et on peut convertir l'un en l'autre. Alors, on va formaliser un petit peu tout ça après cette jolie description. Donc, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus utile pour décrire les exercices et les résoudre. Alors, l'énergie interne qu'on a décrite à partir de la somme des énergies microscopiques potentielles et cinétiques, on va maintenant la regarder d'un point de vue mathématique. Et on regarde d'abord ses propriétés. Donc, vu sa définition, l'énergie interne, ça s'appelle une fonction d'état. Fonction d'état, comme son nom l'indique, ça veut dire que c'est fonction de l'état, c'est-à-dire que si on connaît parfaitement l'état du système, sa composition, sa température, son volume, etc., on doit pouvoir connaître son énergie interne. Donc, a priori, c'est une fonction mathématique de toutes les variables qu'on peut trouver pour décrire le système. Et ce qu'on peut admettre ici, enfin ce que je vous demande d'admettre, c'est que toutes les variables ne sont pas indépendantes, et pour avoir l'énergie interne d'un système, il suffit d'avoir les deux variables parmi P, V, T. Donc, par exemple, l'énergie interne est fonction de la température et du volume du système. Donc ça, c'est pour un système qui est fermé et qui ne subit pas de réaction chimique. Vous aurez le plaisir en deuxième année d'améliorer ça avec une réaction chimique. Alors, grand U, c'est aussi une fonction dite extensive, c'est-à-dire qu'elle va être proportionnelle aux quantités mises en jeu. Et en particulier, si un système est constitué de deux morceaux, que j'appelle 1 et 2. Si vous avez un système constitué de deux morceaux 1 et 2, ici. C'est donc la réunion de deux morceaux différents. Alors, l'énergie interne du système, c'est la somme énergie interne du morceau 1 plus énergie interne du morceau 2. Donc, ce qui est encadré ici, ça illustre ce qu'on appelle l'additivité de U. Il y a une petite différence mineure entre extensive et additive. Pour nous, ça va être synonyme. Donc, c'est illustré par le petit schéma ici. Si vous avez un système avec deux morceaux différents, l'énergie globale, c'est la somme des deux énergies. Alors, si le système est un corps pur, j'en suis là. Si le système est un corps pur, on peut définir une énergie interne massique qui est notée petit u. En général, c'est une petite lettre. Alors, ceux qui font les grands U comme les petits u, il va falloir faire attention à vos notations, hein. Donc, cette énergie, ça correspond à l'énergie interne d'une masse unité. Autrement dit, l'énergie interne massique, c'est l'énergie interne divisée par la masse. Petit rappel des unités. Donc, rappel des unités, l'énergie interne s'exprime en joules, dans les unités SI, et la masse s'exprime en kilogrammes moins 1. La masse s'exprime en kilogrammes, et donc ça fait joule, kilogramme, moins 1. C'est bon, vous arrivez à lire?
Alors, on peut parfaitement utiliser une unité différente, hein, le joule par gramme, ça marche sans problème. Donc, regardez bien les unités. Alors, étape suivante. Donc, pour une transformation finie. Finie, je rappelle, c'est synonyme de macroscopique. Donc, on dit indifféremment transformation finie ou transformation macroscopique ou transformation tout court. Donc, on va noter delta U, la variation d'énergie interne. Et à l'échelle élémentaire, on note la variation d'énergie interne, petit du. Donc attention, il y a une différence entre le grand delta U, ça c'est à notre échelle, et le petit du, ça c'est à l'échelle mésoscopique. Alors des trucs, généralement, c'est la variation du truc entre l'instant t et l'instant t plus dt. Donc c'est pareil pour des u, c'est la variation de u entre l'instant t et l'instant t plus dt. Et d'un point de vue mathématique, des trucs s'appelle la différentielle du truc. Donc, du s'appelle aussi la différentielle de u. Donc, différentielle, c'est un terme mathématique. Et en physique, on dit plutôt variation élémentaire. Donc, c'est synonyme. Vous pouvez noter dans un coin ça, mais différentielle et variation élémentaire, c'est tout pareil. Alors, U, on a dit, ça dépend uniquement de l'état du système. En revanche, U contient des termes d'énergie potentielle et les termes d'énergie potentielle, c'est défini à une constante près. Cette constante, c'est la même au cours de toute la transformation. Donc la variation delta U d'énergie potentielle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. C'est en général parfaitement connu. Enfin, en tout cas, c'est unique. Et ça ne dépend pas du chemin suivi. Alors, delta U, ça va s'exprimer comme toutes les variations par valeur finale moins valeur initiale. Donc, delta U, c'est ici delta U égale valeur finale moins valeur initiale. Ça, c'est général. Delta truc, c'est à chaque fois truc final moins truc initial. Et on peut aussi exprimer delta U à partir de du en faisant une intégrale. Donc, ça aussi, c'est général. Pour avoir la variation globale au cours d'une transformation, on va faire une intégrale de la variation élémentaire entre l'instant initial et l'instant final. Donc, du, ce sera un outil de travail qui va permettre de calculer le delta U. Donc, toujours hypothèse système fermé au repos macroscopique. Delta U, c'est défini parfaitement, même s'il y a une constante dans grand U. Cette constante, c'est la même à l'état initial et à l'état final. Donc, dans la différence, elle disparaît. Et on va pouvoir calculer delta U de façon indépendante à W et Q. Petit point sur une transformation cyclique. Donc, si on a le même état initial et final, à ce moment-là, il n'y a pas de variation d'énergie interne. Par contre, il peut y avoir des transferts d'énergie sous forme de travail et ou de chaleur. Donc, pour un cycle, excusez-moi, je coupe le micro. Voilà, c'est pas la peine que je vous casse les oreilles à tousser dans votre haut-parleur. Remarquez, je tousse devant l'ordinateur et ça ne fait pas démarrer l'antivirus. Donc, a priori, on est parfaitement en sécurité. Donc, on reprend pour un cycle, delta U, ça vaut 0, puisque c'est le même état initial et final. Du coup, il n'y a pas de variation d'énergie interne. Et par le premier principe, ce delta U vaut W plus Q. Ce qui veut dire que pour un cycle, les valeurs absolues de W et de Q sont identiques. W et Q sont de signes opposés. Un est positif, l'autre est négatif. C'est une redite de ce que j'avais énoncé précédemment qui s'appelle l'équivalence travail-chaleur. On peut convertir du travail en énergie thermique ou réciproquement. Ça, tout le monde, vous me faites un petit signe avec votre statut si ça va trop vite, pas assez vite.
Je regarde s'il y en a qui trouvent que ça va trop vite. Vous ne trouvez pas que ça va pas assez vite? Non, parce que je peux accélérer, hein, si vous voulez, on peut aller plus vite, hein. Là, je tourne au ralenti. Mais bon, il faut que chacun prenne le temps de bien s'approprier tous les documents. Alors, dans les choses pratiques à connaître, la notion de capacité thermique à volume constant. Donc, on va déjà définir ce truc. C'est peut-être un terme que vous avez déjà rencontré. Donc, on va définir la capacité thermique du système comme l'énergie qu'il faut lui fournir pour faire augmenter sa température de 1 degré sans changer son volume, donc à volume constant. Au niveau notation, on l'appelle grand kV, enfin je l'appelle grand kV comme capacité. Et le petit v qui est ici en indice, c'est pour se rappeler que c'est à volume constant. Donc c'est l'énergie qu'on doit fournir au système pour faire augmenter sa température soit de 1 Kelvin, soit de 1 degré Celsius, sans changer son volume. Donc le reste étant constant. Je rappelle qu'une augmentation de 1 Kelvin ou de 1 degré Celsius, c'est pareil, hein, le 273 s'évacue dans la différence. De quoi dépend kV? kV dépend évidemment du système, donc du récipient, de ce qu'il y a à l'intérieur, des quantités mises en jeu. Voilà, j'ai oublié la parenthèse qui devrait être fermée ici. Et si on connaît cette capacité thermique, ça permet d'exprimer la variation élémentaire d'énergie interne. Si le volume est constant, à ce moment-là, du, c'est égal à kV fois dt. Donc ça, c'est à retenir pour une transformation à volume constant. On sait exprimer la variation élémentaire d'énergie interne. Une fois qu'on a exprimé ça, on s'en sert pour calculer la variation globale d'énergie interne en intégrant cette partie-là. Après, donc, pour l'intégrale, delta U, c'est la somme entre I et F de du. Dès qu'on a les moyens d'exprimer ce qui est à l'intérieur de l'intégrale en fonction d'une variable, on ajuste les bornes de l'intégrale. Donc ici, on a un terme qui finit par dt, là. Ça veut dire que les bornes de l'intégrale, ça va être des bornes de température. Donc température initiale en bas, température finale en haut. À partir de là, on peut calculer delta U. Le cas le plus simple, c'est le cas où grand kV est une constante. Et dans ce cas-là, si kV est une constante, on va pouvoir le sortir de l'intégrale. D'accord? Donc on peut sortir ça si c'est constant. Hop. Et du coup, il va rester kV facteur de T final moins T initial. Alors j'écris assez gros parce que j'écris sur une toute petite tablette avec un gros stylet et je ne peux pas écrire en plus petit. Enfin, je pourrais utiliser le... Hein, si je peux utiliser cet outil-là, attendez, je modernise mon truc. Hop. Donc si c'est constant, c'est égal à... Je n'ai pas les indices et les exponents, ça ne va pas être beaucoup mieux. Hein. Ça vous permet de faire une pause pendant que je suis en train de faire une tentative. Hop. Voilà, donc si kV est une constante, à ce moment-là, la variation d'énergie interne, ça peut s'exprimer comme ça, c'est-à-dire simplement kV fois la différence de température. Et tant qu'on y est, ceci, hop, ça peut s'appeler delta T. D'accord? C'est T final moins T initial. Donc ça, c'est pour le système global. Si on connaît sa capacité thermique, on peut en déduire sa variation d'énergie interne au cours d'une transformation. Pour le cas particulier où on a un système qui est un corps pur. Alors, corps pur monophasé, ce que vous avez ici, ça veut dire qu'il faut savoir à quelle espèce chimique on a affaire, par exemple de l'eau ou du CO2, mais il faut aussi connaître son état physique. Donc de l'eau liquide, c'est pas pareil que de l'eau gazeuse ici. Ça n'a pas les mêmes capacités thermiques.
Donc, on va définir pour un corps pur sous une phase deux capacités thermiques particulières. Tout d'abord, la massique. Donc, comme son nom l'indique, la capacité thermique massique, c'est par unité de masse. On va l'appeler petit CV. Et c'est l'énergie qu'il faut fournir à une unité de masse pour augmenter sa température de 1 degré. Dans les unités SI, CV va s'exprimer en joules Kelvin-1, kg-1. Et on peut aussi l'exprimer en joules Kelvin-1, gramme-1. On peut aussi définir la capacité thermique molaire. Donc CV, donc il y a une petite nuance, je n'ai pas utilisé la même police pour les deux. Donc il faut juste différencier les notations, mais elles ne sont pas universelles. Donc c'est l'énergie qu'il faut fournir à 1 mol pour augmenter sa température de 1 degré. Du coup, l'énergie de cette capacité thermique molaire, c'est une énergie par unité de température et par unité de quantité, par mol. Ça va toujours? Et d'ailleurs, voilà pourquoi j'avais appelé la capacité globale grand K comme capacité et pas petit c comme capacité. C'est pour différencier les notations des deux. Donc grand K, c'est global, en joules par Kelvin, et les petits c, c'est massique ou éventuellement molaire. Donc, quel rapport entre les deux? Donc, si le système est effectivement un corps pur, et si on appelle petit m sa masse, grand M la masse molaire, petit n le nombre de moles, eh bien, la capacité thermique du système, c'est soit la masse fois la capacité massique, soit le nombre de moles fois la capacité molaire. Et donc, pour passer de l'un à l'autre, vous avez cette équivalence. Je signale que sur ce type de relation, si c'est homogène, c'est que c'est juste. Donc, la masse molaire, si elle s'exprime en grammes par mol, vous devez vérifier que c'est homogène, c'est donc juste. Ces deux grandeurs peuvent faire partie des données d'un exercice. Dans les exercices, on vous donnera soit la capacité massique, soit la capacité molaire. On ne vous donnera pas les deux, hein, donc c'est à vous de passer de l'un à l'autre. Et en plus, parfois, dans les énoncés, le terme massique ou molaire n'est pas clairement indiqué. Donc je vous conseille, c'est un conseil amical, vous regardez attentivement les valeurs numériques. Si ça finit par gramme-1 ou kilogramme-1, ça veut dire que c'est une capacité massique. Et si ça finit par mol-1, ça veut dire que c'est une capacité molaire. Petit exemple avec d'ailleurs une erreur de calcul, de transcription. Pour l'eau liquide, la capacité thermique, c'est égal à 4, non pas 0,15, mais 0,18. C'est 4,18. Donc c'est 4,18 joules gramme-1 Kelvin-1. C'est ce que vous aviez dans la diapositive sur l'expérience de Joule-Mayer. Il faut effectivement 4,18 joules pour augmenter la température de 1 degré pour un système qui vaut 1 gramme d'eau. Pour augmenter de 1 degré la température d'1 gramme d'eau, si je reformule. Donc c'est la fameuse calorie. Le 4,18, l'équivalence 4,18 joules égale 1 calorie. À propos de calories, les unités à votre programme sont les unités SI. Donc la calorie n'en fait pas partie, vous devez connaître le joule. Maintenant, culturellement, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de calories, notamment dans l'alimentaire. Et dans les processus en bio, quand vous commencez à regarder les énergies libérées, ça peut souvent être donné en calories. Donc, ce n'est pas exigible, l'équivalence, enfin la relation entre joule et calories, c'est fourni quand c'est nécessaire, mais culturellement, c'est bien d'avoir une petite idée de ce que c'est. Alors, une fois qu'on a défini ça, donc pour un système qui est un corps pur, on va pouvoir, pour ce corps pur, exprimer là encore la variation élémentaire d'énergie interne, dU, soit en utilisant la capacité thermique massique si elle est donnée, soit en utilisant la capacité thermique molaire si elle est donnée. Une fois qu'on a ça, généralement, l'intérêt, c'est de pouvoir calculer le delta U. Donc, pareil, on intègre dU
entre l'état initial et l'état final. Si on est dans un cas très fréquent où les capacités thermiques sont des constantes, ici. Alors, ce n'est pas forcément dit en clair, mais si un énoncé vous donne une valeur numérique, vous supposez qu'elle est constante. D'accord? Si ce n'est pas des constantes, on vous dira en clair de quoi ça dépend. Ça dépend de la température, hein. Toutes les grandeurs physico-chimiques, vous savez qu'elles dépendent de la température. Donc en fait, si on a des grosses variations de température, les capacités thermiques ne sont pas des vraies constantes. En général, quand même, pour vous, ce sera effectivement des valeurs constantes. Du coup, on peut les sortir de l'intégrale. Et donc, il reste delta U qui est égal à m fois la capacité thermique fois la variation de température, fois la capacité thermique massique, donc m fois capacité massique, ou alors m fois capacité molaire. Voilà. Donc, dans le cadre, vous pouvez rajouter si capacité constante et si c'est un corps pur. Si c'est un système complexe avec tout un tas d'ingrédients, ça n'a pas de sens, ça. Donc, CV, les capacités thermiques ou massiques sont définies uniquement pour des corps purs. Ça va toujours? Vous avez le droit de protester quand ça va pas, hein. Et pas de questions. Bon. Alors, on va voir un petit exemple pratique. Donc, calcul pratique de delta U quand vous avez un système en phase condensée ou alors un gaz de volume constant. Dans ce cas-là, la transformation, elle est isochore. Donc, pour les phases condensées, c'est une hypothèse que vous devez faire vous-même, phase condensée, volume constant. Et ça marche aussi si vous avez un gaz et qu'on vous dit que la transformation est à volume constant. Alors, la méthode à appliquer, en général, c'est plusieurs étapes. Vous allez déjà bien regarder ce qu'il y a dans votre système, donc décomposer le système si besoin en plusieurs morceaux différents. Les morceaux, c'est les différents ingrédients plus le récipient. Pour chaque morceau, vous pouvez calculer la variation d'énergie interne, le delta U. Le delta U, ici, se calcule à partir du DU. Alors, j'ai mis entre guillemets parce qu'en fait, il faudra l'adapter à chaque morceau. Si je ne mets pas de guillemets, une fois qu'on a défini un système, par convention, delta U, c'est la variation d'énergie interne du système. Donc, appelez pas delta U les variations de chacun des morceaux. Vous mettez des numéros à chaque. Ensuite, on utilise le fait que l'énergie interne, c'est une grandeur additive. Et donc, la variation d'énergie interne globale, c'est la somme de toutes les variations d'énergie interne de tous les morceaux qui constituent le système. Bon, ça paraît logique. Petit exemple pour fixer les choses. Donc, on considère, c'est assez classique, là, ça s'appelle de la calorimétrie. Donc, on considère un récipient, on appelle grand K sa capacité thermique. Donc là, c'est du global. Initialement, il contient une masse M1 d'un ingrédient numéro 1, dont on appelle C1 sa capacité thermique. Sa capacité thermique massique. Et initialement, on est à la température T1 pour l'ingrédient numéro 1 et pour le récipient. On rajoute une masse M2 d'un deuxième ingrédient, qui a donc sa capacité thermique qu'on appelle C2 et sa température qu'on appelle T2. L'ensemble évolue jusqu'à une température TF. Exemple concret à la maison, vous prenez un grand bol avec de l'eau chaude et puis vous attendez un petit peu. L'eau chaude et le bol se mettent à la même température qui serait ici T1 et vous rajoutez un petit peu d'eau froide, ce serait la masse M2. Et on va supposer qu'on peut... donc on va chercher la variation d'énergie interne. Donc ici, vous avez la décomposition du système en 3 morceaux. 3 morceaux, c'est les masses M1, M2 et le récipient. Et on va évaluer de façon indépendante chacune des 3 variations d'énergie interne. Alors, pour la masse M1, j'applique directement ce qui a été écrit à la page précédente. Elle passe de la température T1 à la température TF. Donc, sa variation delta T, c'est TF moins T1. Donc, delta U, c'est M1, C1, TF moins T1. Pour la masse M2, c'est pareil, sauf qu'initialement, elle est à la température T2.
très moche ça. Et pour le récipient, attention, le récipient, il faut regarder quelle est sa température de départ. C'est ici T1. Va se mélanger entre les T1 et les T2. Et du coup, on va pouvoir évaluer la variation globale d'énergie interne du système, qui va être la somme des 3 morceaux. Petite remarque, ici, je me sers de la capacité thermique du récipient. De temps en temps, on ne vous dit rien sur le récipient, vous n'avez pas de données numériques. Donc dans ce cas-là, vous embêtez pas, vous pouvez négliger la capacité thermique du récipient. Et assez souvent dans les exercices, on vous le dit en clair, on vous dit on ne prend pas en compte le récipient et les accessoires qu'il y a dedans. Donc la cuillère dans le bol et le bol, on peut les négliger. Alors ça se comprend parce que pour les corps purs, on a des valeurs tabulées pour les capacités thermiques massiques ou molaires. Donc on va chercher dans la littérature, on trouve pour l'eau liquide, le fer solide, on va trouver des valeurs numériques pour les capacités thermiques massiques. En revanche, pour les récipients, on n'a pas de table de valeur de capacité, hein. Le bol de mamie, ça n'a pas la même capacité thermique que la cocotte minute de l'autre mamie. Donc il n'y a pas de valeur connue. Et pour connaître ces valeurs grand K, il faudrait faire une expérience à chaque fois pour la déterminer. Donc dans la feuille d'exercice que j'ai fait passer ce matin, vous avez dans la première exercice une façon de déterminer la capacité thermique d'un récipient qui s'appelle un calorimètre. Ah oui, petit point sur ce que j'ai fait passer ce matin. J'ai mis sur Google Classroom. Vous surveillez ce qui s'y passe. Je vous ai mis la feuille d'exercice sur ce chapitre, que pour l'instant vous ne pouvez pas encore faire. Une feuille d'exercice avec un corrigé. Donc il y a deux petits exercices avec le corrigé intégré. Et pour ceux qui veulent imprimer en avance, j'ai mis le prochain chapitre de thermo. Donc il y a 2 morceaux, il y a le prochain chapitre et un petit complément qui est écrit à la main. Voilà, voilà. Donc il y a 4 trucs à aller voir sur le Google Classroom. Tout le monde a accès à Google Classroom? Je n'ai pas vérifié quel était le nombre d'inscrits. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas inscrits? Clémentine n'est pas inscrite. Quel est le problème? Clémentine, vous m'entendez? Alors, est-ce que Clémentine nous entend? Vous faites un petit signe si vous m'entendez, Clémentine? Je ne vous vois pas. On a perdu Clémentine. Clémentine vient de disparaître. Je suppose qu'elle ne m'entend pas. Enfin, peut-être au téléphone, hein, si elle est toujours au téléphone, sauf qu'elle ne peut pas répondre. Allez, on poursuit. On va faire le point toujours pour une transformation isocore sur le travail et la chaleur. Donc à ce stade, vous avez vu comment exprimer delta U pour une transformation isocore. Maintenant, on va s'intéresser aux 2 termes, travail et chaleur. Donc on rappelle le premier principe, delta U, c'est la somme des deux W plus Q. Pour une transformation à volume constant, le travail, donc le travail de... Pardon. Je rappelle, l'expression du travail, c'est moins P extérieur fois dV. Si le volume est constant, V est constant, donc dV vaut 0, donc W vaut 0. Du coup, le travail, c'est vite vu. Si c'est isocore, W vaut 0. Donc en particulier, dès que vous avez un système condensé, un solide, un liquide, vous pouvez supposer qu'il n'y a pas de travail échangé. Si le système est condensé, W vaut 0 dans tous les cas, parce que c'est isocore. Et du coup, ce qui reste du premier principe avec cette condition, donc le premier principe, delta U égale W plus Q, il reste delta U égale le transfert thermique. Du coup, dans ce cas-là, on peut évaluer le transfert thermique à condition de pouvoir calculer delta U. J'ai dit que delta U ne dépend pas du chemin suivi alors que W et Q en dépendent. Dans le cas isocore, on voit que le transfert thermique ne dépend pas du chemin suivi, puisque c'est égal à la variation d'énergie interne. Donc il y a des cas particuliers où le transfert thermique ne dépend pas du chemin suivi. C'est pareil pour le travail. Alors, 6e point, on va voir comment on peut calculer delta U, non pas avec les capacités thermiques, mais avec les énergies internes massiques. Ça, c'est si un énoncé vous les donne. Et pour tout dire, c'est rare. Donc, si un énoncé vous fournit gentiment les énergies internes massiques,
des différents ingrédients du système. À ce moment-là, vous pouvez vous servir de ces valeurs numériques pour calculer l'énergie interne du système. Le principe, c'est que c'est la somme sur tous les ingrédients de la masse fois l'énergie interne. C'est ce qui est écrit là, c'est assez moche tel que c'est écrit, mais ça dit juste que c'est additif. Donc si vous connaissez les énergies internes massiques et la composition du système, vous pouvez faire un petit calcul de l'énergie interne à l'état initial. Vous faites le même calcul de l'énergie interne à l'état final, et après, il n'y a plus qu'à faire la différence des deux. Donc, c'est possible et en pratique, les énoncés vous donnent plutôt les capacités thermiques que les énergies internes massiques. Donc pour vous, ce ne sera pas utile, mais ça pourra servir plutôt l'an prochain, notamment quand il y a des réactions chimiques, parce que ce n'est pas les mêmes ingrédients au départ et à l'arrivée. Donc cette année, pas beaucoup d'intérêt, il faut reconnaître. Alors, petite conclusion. Donc, sur ce chapitre, vous avez une version relativement allégée du premier principe, parce que l'essentiel, enfin non, la deuxième partie sera vue en deuxième année. En particulier, en deuxième année, vous verrez les applications qui concernent les gaz. Donc, les gaz, c'est vu en deuxième année. Donc, c'est pour ça que du coup, les exemples que je vous ai donnés ici, c'était des exemples en phase condensée. Les gaz seront évidemment dans le modèle gaz parfait, hein, comme toujours. Et en deuxième année, je l'ai dit aussi, vous verrez les applications aux réactions chimiques. Donc, il y a un premier principe version réaction chimique, et ça s'appelle de la thermochimie. Là, cette année, on fait de la thermophysique. Et les réactions chimiques, par ailleurs, vous savez qu'elles peuvent libérer ou consommer pas mal d'énergie thermique. On va parler de réaction exothermique si elles libèrent de la chaleur, ou de réaction endothermique si, au contraire, elles ont besoin d'énergie thermique pour se faire. Alors, avant de regarder le document annexe, la conclusion là-dessus, donc sur le petit dessin avec la vache et la voile. Petit point justement sur la différence entre Q et W. Donc le biogaz ici, c'est un carburant. Alors qu'il soit bio ou pas bio, d'ailleurs, le gaz, c'est un carburant. Donc ça va libérer l'énergie sous forme d'énergie thermique, c'est en brûlant. Donc ce qu'on met dans le réservoir d'une voiture, ça libère de l'énergie thermique en brûlant. À l'inverse, vous voyez que la voiture avance avec une petite voile. Dans ce cas-là, si vous avez ici un mouvement par la force du vent, c'est de l'énergie mécanique. Et c'est bien des forces de pression qui vont travailler et qui vont servir à faire avancer. Le système du dessin, évidemment, ne fonctionne pas. Je ne sais pas si certains ont essayé. Et sur le petit dessin d'à côté, donc c'est pour illustrer aussi la différence entre chaleur et température. Quand on parle de réchauffement climatique, le mot réchauffement, ça a la même racine en français que le mot chaleur. Mais quand on parle de réchauffement climatique, c'est bien de la température qu'il s'agit et ce n'est pas de l'énergie. Donc le terme chaleur, vous devez, si possible, éviter de l'utiliser. Si vous l'utilisez, rappelez-vous bien qu'en thermo, c'est une énergie, la chaleur, ce n'est pas la température. Donc, il faut éviter de confondre les deux. Tout va bien pour cette partie? Alors, je vous demande un petit délai pour afficher le complément. Donc, le complément, je l'avais distribué un petit peu en avance. Donc, c'est quelque chose sur les ordres de grandeur. Ah, par contre, il n'a pas tout à fait le bon format, donc il faudrait que vous zoomiez dessus pour arriver à voir. Vous avez votre petit outil zoom dans un coin. Voilà. C'est bon, tout le monde voit bien? Alors ici, l'intérêt, c'est de voir déjà quelques ordres de grandeur et puis quelques unités particulières sur l'énergie. Donc, vous savez qu'en tant que société industrielle, on est très fortement consommateur d'énergie et on a même une évolution linéaire entre le PIB d'un pays et la consommation d'énergie de ce pays. En gros, plus un pays est riche, plus son PIB est élevé, plus il consomme de l'énergie. C'est relativement proportionnel, hein. Il y a des courbes qui montrent ça, c'est vraiment des courbes qui sont alignées. Donc l'unité ici que vous devez connaître, c'est le joule.
Mais pour la consommation domestique à la maison, vous ne payez pas l'énergie, en fonction des joules que vous consommez, mais plutôt en fonction des kilowattheures que vous consommez. Donc, le kilowattheure, c'est l'unité d'énergie qui est sur les factures d'électricité. Donc un kilowattheure, comme son nom l'indique, attention, c'est 1 kilowatt fois 1 heure. Donc si vous voulez faire la conversion, eh bien il faut donc 1 kilowattheure, c'est 1 fois 10 puissance 3 fois 3600 secondes pour avoir le résultat en joules. Vous avez la conversion dans la page d'après. Donc sur le graphique qui est ici, vous avez ici les camemberts avec les différents postes qui vont consommer plus ou moins d'énergie. Donc vous voyez que la consommation d'énergie, oh là, là c'est moi qui gribouillais. Vous avez le droit de gribouiller sur le document, mais là c'était moi qui ai un peu bugué. Donc vous avez, suivant le type d'énergie, les pourcentages mis en relief. Donc c'est intéressant parce que ça donne quand même une petite idée. Donc entre les transports, l'industrie, les raffineries, etc. Alors c'est des proportions qui sont en train de varier grandement en ce moment, hein. Alors, justement, c'est quoi 1 kWh? Ah oui, sur la page précédente, je vous ai indiqué aussi l'équivalence sur ce qu'on appelle la tonne équivalent pétrole. Donc, quand les énergies sont grandes, on les donne souvent en tonnes équivalent pétrole, qui n'a rien à voir avec une unité SI. Donc, ça correspond à l'énergie dégagée par la combustion d'une tonne de pétrole et ça correspond à 42 gigajoules. Donc, ça, c'est pour les grosses valeurs. Alors, ici, vous avez une petite équivalence sur le kilowattheure. Donc, je vous ai mis les conversions. Il faut que vous alliez en bas de votre document. C'est que ça n'apparaît pas. Donc, sur votre document, à vous, sur votre écran, vous regardez ce qui se passe en bas. Alors, je vous dis de le faire, mais moi, je n'arrive pas à le faire. Donc, comment je fais? Est-ce que vous arrivez à voir ce qu'il y a sur le bas du document? Ça commence par le kilowattheure, c'est quoi? Voilà. C'est bon? Bon, par contre, moi, je n'y arrive plus. Bon, alors, donc, vous avez les équivalences qui sont indiquées. Donc, vous devez savoir convertir un kilowattheure en joules parce que même si ce n'est pas une unité SI, c'est quand même une unité courante. Et il ne faut surtout pas croire qu'un kilowattheure, c'est 1 kilowatt divisé par une heure. C'est 1 kilowatt multiplié par une heure. Et je vous ai mis en plus la conversion en kilocalories, avec la conversion entre calories et joules à côté. Alors, avec cette quantité d'énergie, j'ai pris cette quantité d'énergie comme étant une constante et on va regarder ce qu'on peut faire avec cette quantité fixe d'énergie. Donc, avec ce kilowattheure, vous pouvez faire fondre 10 kg de glace, faire passer 10 kg de glace de l'état solide à l'état liquide. Vous pouvez également vaporiser 1,5 litre d'eau. Donc, ça fait moins que la glace. Il faut beaucoup plus d'énergie pour passer à l'état gaz que pour passer à l'état liquide. Pour faire fondre ou vaporiser les valeurs quantitatives, enfin les données quantitatives, c'est les chaleurs latentes de fusion ou de vaporisation. Donc, on a vu qu'il fallait de l'énergie pour un changement d'état et c'est donné par les chaleurs latentes qui s'appellent aussi les enthalpies de changement d'état. Donc ici, fusion pour la glace et vaporisation pour la deuxième ligne. Avec ce kilowattheure, vous pouvez aussi réchauffer de l'eau, donc augmenter sa température. Avec 1 kilowattheure, vous pouvez porter 10 litres d'eau de 20 à 100 degrés Celsius. Alors, je signale que chauffer de l'eau, c'est très coûteux en énergie. La capacité thermique de l'eau, de 4,18 joules Kelvin-1, gramme-1, c'est une valeur qui est très élevée. C'est pratiquement un record. Donc, il faut beaucoup d'énergie pour chauffer de l'eau. C'est coûteux en énergie de chauffer de l'eau. Vous y penserez la prochaine fois que vous ferez cuire des pâtes. Donc, si maintenant on veut utiliser un radiateur électrique pour le chauffage avec 1 kWh, on peut faire fonctionner un radiateur de 1000 watts. Donc, ça chauffe une petite pièce, ça, pendant 1 heure. Et vous pouvez également faire fonctionner un fer à repasser pendant 1 heure. C'est à peu près la puissance d'un fer à repasser, 1000 watts. Vous pouvez vous éclairer pendant toute la soirée. Donc, c'est la consommation moyenne française en éclairage pour une petite soirée.
et vous pouvez vous chauffer à condition d'avoir une maison qui ne fait qu'1 seul mètre carré pendant la moitié d'une journée. Donc le coût de chauffage des maisons, c'est proportionnel évidemment à la surface, mais on compte en gros 1 kilowattheure par mètre carré. L'ordre de grandeur, c'est ça. Par mètre carré et par jour ou par demi-journée. Donc 1 à 2 kilowattheures par jour en consommation de chauffage. Après, ça dépend aussi du moyen de chauffage, évidemment. Alors, d'où vient cette énergie? Donc, pour utiliser l'énergie, il faut déjà qu'elle arrive chez vous, donc il faut la fabriquer. Et donc, pour obtenir 1 kilowattheure, plusieurs possibilités. Vous pouvez faire brûler de l'hydrocarbure fossile. Tout le monde voit ce qui est indiqué là? Parce que moi, sur ma tablette, c'est bon, je suis bloquée, je ne vois plus rien côté élève, hein, donc je ne sais pas ce que vous voyez, vous. Est-ce qu'il y en a qui ne voient pas? Ceux qui voient bien, vous mettez un petit statut vert ou ouais, bon, ça a l'air. Ok. Alors, pour fabriquer 1 kWh, on peut le faire en faisant brûler en moyenne 100 grammes d'hydrocarbures ou de charbon. Donc, il y a des petites différences entre l'essence, le gasoil, le charbon ou le gaz. Mais c'est un peu l'ordre de grandeur. Il faut 100 grammes de carburant pour obtenir 1 kWh en énergie. Vous pouvez aussi l'obtenir à partir de réactions de processus nucléaires. Donc, dans les centrales nucléaires, on va faire la fission de l'uranium-235. Pour obtenir 1 kWh, il nous faut 50 microgrammes d'uranium 235. Et c'est ce qu'on va trouver dans 1 milligramme de combustible. Le combustible, ce n'est pas de l'uranium-235 pur, hein. C'est un subtil mélange. Si on pouvait faire de la fusion nucléaire au lieu de faire de la fission, il suffirait de 10 microgrammes de mélange de thérium-tritium. C'est ce qui est dans le projet ITER, donc à une échéance plutôt lointaine. Vous savez qu'on peut aussi obtenir de l'eau en faisant tomber de l'eau d'une certaine hauteur. Donc c'est ce qui est utilisé dans les barrages hydroélectriques. Donc toujours pour obtenir 1 kWh, pour fixer un peu les ordres de grandeur, il faut faire quand même tomber 10 tonnes d'eau sur une hauteur de 40 mètres. Et le petit calcul, c'est par mgz, la masse fois g fois la hauteur de chute. Voilà, donc en faisant tomber 10 tonnes d'eau de 40 mètres, vous pouvez faire chauffer votre casserole de 10 litres d'eau de 20 degrés à 100 degrés en vue de faire cuire des pâtes. Donc c'est bien de voir un petit peu ces ordres de grandeur parce que les énergies, elles ont différentes formes. Mais attention, les énergies potentielles de pesanteur, des fois, il faut quand même des grosses quantités d'eau pour arriver à avoir une quantité d'énergie qui ne paraît pas énorme. D'autres correspondances toujours sur le kilowattheure. Donc 1 kWh, ça correspond à l'énergie cinétique pour un camion de 10 tonnes lancé à 100 km/h. Donc ça, c'est par la formule 1,5 de m fois v au carré. Donc voilà, l'énergie du camion de 10 tonnes lancé à 100 km/h, c'est 1 kWh. Alors vu comme ça paraît beaucoup. Ça correspond également à l'énergie thermique que chacun d'entre vous va dégager simplement en passant une nuit tranquille à dormir. Vu comme ça paraît peu. Ça correspond à une énergie de masse par la formule E égale mc2, qui est donc de 4 10 puissance moins 8 grammes. Vu comme ça, on ne sait pas trop quoi en penser, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très peu. Au niveau de l'énergie solaire que reçoit notre planète, donc on a en gros, en moyenne sur la surface terrestre, par mètre carré de surface terrestre, on reçoit 1 kWh d'énergie solaire, avec évidemment des grosses différences. En ce moment, au pôle Nord, on ne reçoit pas beaucoup d'énergie solaire. Donc ça dépend évidemment de la latitude et de la météo et de l'heure de la journée. Donc en moyenne, ça veut dire qu'il y a des grosses disparités. Et si vous avez une voiture qui consomme 8 litres au 100 km, ça veut dire qu'elle consomme beaucoup quand même, et que vous êtes tout seul dedans, et bien quand vous faites 1 km, vous avez consommé 1 kWh. Vous avez également les équivalents si vous préférez le train ou l'avion. Donc, ça correspond à 5 km en train. Donc, c'est des conversions un peu compliquées, c'est des moyennes. Et ça correspond à 1 à 2 km de voyage en avion. Alors, ça paraît pas énorme l'écart entre la voiture et l'avion, mais là, c'est pour une voiture avec une seule personne dedans. En avion, l'avion est plein, mais surtout, vous faites beaucoup de kilomètres en avion. Quand on prend l'avion, c'est rarement pour faire 1 ou 2 kilomètres. Donc, ça reste quand même très consommateur, l'avion. Toujours 1 kWh, ça peut servir à fabriquer différents produits, donc par exemple de l'acier.
Vous pouvez fabriquer 200 à 500 grammes d'acier. Je finis juste, hein, pendant que j'y suis, on avait démarré un tout petit peu en retard, donc si personne n'a de contraintes, je finis juste de commenter, tout ça. Donc ça permet aussi de faire pousser, de la viande sur pattes, par exemple du bœuf. Avec 1 kilowattheure, si on compte à peu près tout ce qui a été nécessaire en dépenses d'énergie, vous arrivez à obtenir 100 grammes de bœuf chez votre boucher. Donc c'est une énergie, complexe, hein, puisqu'il y a tout ce qu'il faut pour faire les cultures, tout ce qu'il faut pour faire le transport et cetera. Et ensuite, on va voir la partie stockage. Alors je regarde ce qu'il y a après. Bon, on va s'arrêter, on reparlera du stockage demain, parce que je vois que ça dépasse. J'avais dit que je restais connectée un petit quart d'heure pour ceux qui ont des questions à poser. Donc je reste connectée, 10 minutes, un quart d'heure et vous pouvez en profiter. Et sinon, je vous dis à demain. Donc demain, vous commencez par la physique-chimie, hein. Donc demain, rendez-vous à 8h30.